vous avez fait un gros travail, notamment toujours dans cette collection Famagouste, sur les sagas islandaises. Oui. Alors, les sagas islandaises, ce sont des sagas, alors ce sont des textes qui sont en fait, on les a travaillés majoritairement avec Régis Boyer, l'incontournable, et Jean Renaud. Ce sont des sagas simplement, alors on connaît les sagas traditionnelles, disons, qui sont éditées dans la Pléiade, la saga de Niol le Brûlé notamment. Et là, on a décidé de travailler, toujours pareil, de façon un peu à décaler le regard sur ce que sont les sagas, de travailler sur ce qu'on appelle les sagas légendaires ou les sagas des temps anciens, c'est-à-dire des sagas qui conservent forcément la structure narrative des sagas traditionnelles, qui sont des textes qui vont très vite, qui ne parlent que d'action et qui recherchent avant tout l'expressivité dans l'économie de moyens. Donc ce sont des textes qui se lisent très bien, très vite et qui sont extrêmement profus en réalité de leur sens en arrière-champ d'une certaine façon. Ici, les textes qu'on a proposés, on les a travaillés les uns après les autres et ensuite on a fait un grand rassemblement de tous ces textes-là dans un gros livre qui en rassemble une vingtaine. Ce sont les sagas légendaires, c'est-à-dire les sagas qui mettent en scène les moments de la mythologie scandinave. Alors, évidemment, ce sont des sagas qui ont été écrites en Islande, puisque les Islandais sont les dépositaires des savoirs scandinaves à la fin du Moyen-Âge, mais ce sont des textes qui, en réalité, concernent aussi bien le Danemark que la Suède, que la Norvège, que l'Islande, et ainsi de suite. Et là, on est donc dans des sagas qui sont en fait des romans fantastiques. Qui sont en fait des romans fantastiques, qui sont pris comme tels, c'est-à-dire c'est une littérature aussi qui recherche, et c'est explicitement dit dans les textes eux-mêmes, qui recherche le divertissement du lecteur. Alors, bien évidemment, ils ont servi ces textes-là ensuite aux grands savants à essayer d'établir quels étaient les grands traits de la mythologie viking, etc. Là, on est devant des romans d'aventure, des romans d'action, des romans fantastiques, de héros improbables qui vont partir encore une fois, sous terre éventuellement, aller piller des tombes ou aller partir au Groenland pour essayer de trouver des objets magiques, etc., qui vont avoir un destin absolument funeste et catastrophique, mais par lequel ils vont avoir mérité d'être des hommes de saga, c'est-à-dire des hommes dont on mérite, qui méritent d'avoir une histoire racontée spécialement autour d'eux. Mais là, voilà, les sagas légendaires se fondent sur le fantastique et laissent libre cours, ce qui est rarissime aussi, justement, à l'imagination du scripteur. C'est-à-dire ce sont des livres d'imagination qui font, pour certains, en fait, appel à des vieux récits qui remontent au 8e siècle, donc au moment de la grande expansion viking. Il y en a certains qui sont apparentés au Beowulf, comme ça, c'est-à-dire à la grande saga anglaise. Donc voilà, on est dans une matière littéraire, alors qui est colossale, ça Régis Boyer le dit bien mieux que moi. On est dans une matière littéraire axée sur l'aventure, le fantastique et le romanesque, avec un sous-bassement historique. Voilà. Et l'important étant que, le fait notable, ce sont que véritablement les écrivains de ces sagas-là se laissent parfaitement aller avec des histoires d'aigles géants qui enlèvent des jeunes hommes qui sont ensuite jetés dans le pays des géants, etc. Bon, il y a tout un tas de motifs comme ça mythologiques qui sont parfois d'ailleurs piochés dans la mythologie grecque, puisqu'on va retrouver des licornes, on va retrouver tout un tas de faune comme ça fantastique. Voilà sur les sagas. Donc là, on avait... on va sans doute continuer à travailler dans le monde scandinave, mais du point de vue des sagas légendaires, je pense qu'il y en a des centaines, il en existe des centaines, on en a choisi 20, on en a publié les unes après les autres un certain nombre, et là on les a recueillis en un seul volume. On va sans doute continuer, mais un peu plus doucement, parce que là il y a quand même l'essentiel. À côté de la collection Famagouste, il y a 3 autres collections dont on va parler un peu plus tard. Mais ce qui est assez intéressant dans votre manière de fonctionner, c'est que vous avez des sortes de petites thématiques qui vous obsèdent un peu et qui vont dépasser les limites d'une seule collection. Plutôt que de fonctionner avec un ensemble justement de collections très déterminées et très cohérent. Donc Famagouste, tu disais, c'est très exubérant, et en même temps les Vikings, on va les retrouver
on va les retrouver en fiction avec la saga des Fiers à bras. Et puis il y a plusieurs autres thèmes qui sont presque obsessionnels, ou en tout cas où on sent que vous avez une vraie affinité avec une certaine matière, toujours basée sur des peuples ou des moments historiques. Tu parlais de la crypte tout à l'heure pour Byzance, c'est aussi le sujet d'un des derniers livres, d'une de vos nouveautés que vous avez sorti dans la collection fiction cette fois-ci, qui est le Lutte d'Ébène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette manière d'articuler cette passion pour des moments avec différents aspects dans votre catalogue? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des thématiques transversales qui glissent d'une collection sur l'autre, que ce soit de Famagouste jusque vers les essais ou de Famagouste jusque vers la fiction, sachant qu'en réalité la collection Famagouste a aussi ceci de particulier, c'est que, à mon sens, c'est en fait une collection littéraire, même si ces littératures sont lointaines et si elles demandent certaines présentations. Ce sont aussi des textes littéraires qui ont des vertus documentaires, mais qui ont aussi des qualités littéraires. Bon. Et donc, l'idée de prolonger, bien évidemment, ces thématiques-là, donc on a travaillé aussi beaucoup sur le Far West, enfin on parlera sans doute tout à l'heure aussi, spécifiquement dans le cas de l'histoire byzantine, donc je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait des études d'histoire byzantine, qui sont, alors je ne vais pas partir dans un couplet enflammé, enfin je pourrais m'enflammer, mais non, je vais rester frais. Donc la question, c'est qu'on est dans un monde des études byzantines qui est extrêmement restreint. Ils sont 80 en tout en France à étudier Byzance de façon un petit peu officielle. Après, il y a des étudiants qui le font, etc. Mais on est là sur le monde byzantin, j'insiste un petit peu, puis après je passerai à autre chose, mais bon, ça me tient un peu à cœur, j'ai des trucs à en dire. On est sur le monde byzantin, dans un monde qui court sur 1500 ans, sur un millénaire et demi, c'est-à-dire du IVe siècle jusqu'à 1453, le 30 avril pour être exact. Bon. Donc on est sur un millénaire et demi d'histoire, et cette histoire-là atteint à des dimensions géographiques absolument ahurissantes, sachant que le royaume éthiopien, par exemple, est construit, le royaume chrétien éthiopien est construit sur des modèles qui lui viennent de Byzance. L'ensemble de la Russie tsariste également, elle s'est fondée, Moscou étant désigné comme étant la troisième Rome, si Constantinople était la seconde. Donc on est sur des largeurs de vue, en réalité, en ce qui concerne le monde byzantin, qui sont absolument colossales. Un des derniers avatars de la question de ce que c'est que le monde byzantin, c'est la question des pays balkaniques aujourd'hui, ou du siècle qui vient de s'écouler. Il y a comme ça des réminiscences, que ce soit en Bulgarie, en Roumanie, aujourd'hui en Grèce, avec le nationalisme qui est en train de remonter, qui remonte à l'usage et à l'utilisation de l'histoire de Byzance qu'on en fait. Donc on est là sur un thème, disons, historico, géographico, philologico, ce que vous voulez. On est sur une thématique, lorsqu'on parle de Byzance, absolument gigantesque. Et en France, il y a 80 personnes qui travaillent dessus. Sur les 80, il y en a peut-être 12 qui en vivent. Et c'est un monde qui est absolument méconnu dans nos contrées, ce qui a quelque chose d'assez désolant, je trouve. Et donc, j'ai décidé comme ça d'essayer d'ouvrir toutes les perspectives qui pouvaient exister dans le monde byzantin à la curiosité du public français. Ce qui fait que lorsqu'on publie la Crite, on est dans le monde byzantin, mais dans ses périphéries, et que de la même façon, lorsqu'on va publier le Lutte d'Ébène, donc qui vient de sortir, on publie en fait un roman qui est en fait un roman policier historique qui se situe dans une ville frontalière du monde byzantin qui est à la frontière entre Byzance et l'islam, encore une fois. Ça se situe en l'an 843, au printemps. On est dans une petite ville frontalière. Des crimes sont commis. Un jeune ambassadeur, enfin un jeune trentenaire, qui est jeune, ambassadeur est envoyé vers le calife de Bagdad pour négocier la paix. Et des crimes sont commis. Le gouverneur de la ville lui propose de résoudre ces crimes, enfin lui demande son aide pour résoudre ces crimes-là. Et en réalité, il va s'avérer que dans cette ville où se déroulent des crimes, il y a aussi des questions, des affaires d'espionnage, de politique. Et donc, on va assister en fait à la naissance, par ces lointains, par ces horizons, à la présentation d'un monde depuis
depuis ses bas-fonds, depuis son intérieur et depuis ses lointains. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, et dans la Crite et dans le Luth d'ébène, c'est de proposer des entrées un peu inédites, pas par la grande porte, pas par la porte dorée de Constantinople avec ses grands palais, avec son empereur, etc. Mais là on est dans les bas-fonds, et le reste est dans les horizons, mais on rentre dans quelque chose de carné, c'est-à-dire de présent, de presque qui atteint une certaine familiarité à un moment donné. Et avec évidemment ensuite le plaisir de découvrir une intrigue palpitante. Donc je ne dévoilerai rien ici, bien entendu. Avec le Luth d'ébène, on est donc dans un roman, dans un roman policier d'une facture assez classique dans sa forme, et en même temps, on est dans une reconstitution assez précise de Byzance, parce que c'est pas je dirais c'est pas n'importe qui a écrit ce livre et qui l'a développé, mais c'est quelqu'un qui a fait des études, qui s'est basé sur énormément de sources, et pas forcément sur des sources de seconde main d'ailleurs, pour construire son intrigue. Il ne s'est pas simplement contenté de lire deux manuels sur l'histoire de l'Empire byzantin pour créer son roman. Oui, Panayotis Agapitos, donc l'auteur en question, c'est un chercheur tout à fait reconnu dans les études byzantines, qui est spécialiste par ailleurs dans le monde byzantin de la littérature et de la littérature de loisirs, c'est-à-dire comment est-ce que les romans classiques de l'Antiquité étaient lus à Byzance, les romans qui s'appellent les Éthiopiques, des Diodore. Bon. Il travaille beaucoup sur cette littérature de loisirs, dont son héros est Phrygian, bien évidemment, qui est une littérature avec des histoires d'amour croisées, d'amour homonyme, etc. Et en fait, il a réussi le tour de force d'écrire quelques petits chapitres dans son roman policier qui sont en fait d'inspiration du roman classique antique qu'il a incrusté, et ça c'est très byzantin, qu'il a incrusté dans son propre récit à lui, puisque les Byzantins sont des gens qui font énormément de remploi en fait. Ils utilisent l'ancien pour faire du neuf en le collant avec plus ou moins d'habileté, ça dépend du talent des écrivains. Donc lui, bien entendu, lui c'est quelqu'un qui est, et notamment il est aussi spécialiste de musique byzantine, puisqu'il s'agit là, l'intrigue tourne de façon assez inattendue autour d'un luth et de la pratique du luth. Je ne sais pas si vous avez été en Grèce ou en Turquie, mais c'est quelque chose de très courant dans les cavernes, que des gens prennent le luth encore actuellement. Et par le luth, en fait, on rentre dans quelque chose de carné, encore une fois, sur de la chair dans le roman lui-même. Donc, enfin voilà, effectivement, on est... Mais bon, Panayotis Agapitos a décidé aussi, avec son complice Stavros Petropoulos, donc qui dirige la maison d'édition, ça a été édité en Grèce, d'ouvrir Byzance. Alors on est dans le contexte grec qui se réclame héritier de Byzance, donc c'est particulier, mais l'idée c'est d'ouvrir à la connaissance de ces mondes-là, bon, qui peuvent paraître exotiques ou lointains, etc., mais qu'on aura toujours plaisir à redécouvrir et à interroger, puisque là on est vraiment aussi sur la question de ces contacts entre le monde chrétien et le monde musulman. Alors là encore, c'est bien fait pour accompagner le lecteur, et on est sur des plaisirs presque proches d'ouvrages de fantaisie, puisqu'on a droit à des cartes, à un glossaire, et en bonus, une postface qui explique la manière dont les sources ont été utilisées pour écrire le roman. Donc c'est une manière assez complète encore de voir une thématique, même au sein d'un seul ouvrage. Ouais. Oui, là, bon... alors ce qu'il y a d'assez intéressant dans ce qu'il propose là, ce sont deux choses. Dans cette postface, en fait, c'est qu'effectivement, il dit comment il a pu reconstituer la ville de Césarée, qui est quand même sur des plateaux de Cappadoce, perdue au fin fond d'Anatolie. Enfin, c'est un bled, Césarée. Il a fait des fouilles archéologiques sur place, il a reconstitué d'après des textes littéraires l'ambiance qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et ce qu'il y a d'assez parlant, c'est que en fait, la majorité quasiment des sources dont il s'inspirait sont des sources arabes. C'est-à-dire que la littérature byzantine, elle aime très peu parler du vivant, parle plutôt par allégorie ou par recherche d'un travail littéraire assez rendu abscon, disons, alors que la littérature arabe de cette époque-là, la littérature arabe classique, en d'autres termes, donne beaucoup plus à rencontrer le monde du vivant. Et du coup, la lecture de la postface, assez bizarrement, enfin c'est l'effet que ça m'a fait, éclaire de notre jour l'ensemble de la trame qu'on vient de lire, l'ensemble de l'énigme qu'on vient de rencontrer et l'ensemble des personnages, parce que évidemment ce roman tient sur des personnages très fortement caractérisés. Mais encore
une fois, je